D'habitude, le marché du jeu de société, c'est un peu un fast-food, quoi. C'est clair, on consomme vite fait. Ben voilà, on consomme vite une petite nouveauté et on passe direct à la suivante. Mais là, je suis ravi de plonger dans l'analyse d'aujourd'hui parce qu'on s'attaque à un tout autre menu. En rédigeant notre article sur l'éditeur français Super Meeple, on a vraiment voulu décortiquer leur pari à contre-courant. Ouais, moi aussi je suis prête à en parler. Leur stratégie est fascinante. L'objectif de notre recherche pour cet article, en fait, c'était de comprendre pourquoi ils choisissent d'ignorer la mode du jeu jetable pour bâtir une ludothèque de classiques hyper exigeants. Pour construire cette fameuse étagère idéale, il faut une sacrée conviction. Jouer à ces titres, c'est vraiment comme s'installer pour un menu dégustation de 3 heures. Grave. Il faut le cerveau et le café qui va avec. Mais complètement, ça exige une disponibilité mentale totale, on est à milieu de la conso rapide. L'idée, c'est pas d'enchaîner les parties frénétiques, mais de s'investir dans un vrai système. C'est exactement ce qu'on a ressenti en plaçant Ark Nova tout en haut de notre classement. Enfin, il a quand même remporté l'As d'or expert en 2023. Un prix amplement mérité pour le coup. Ah ouais, carrément. Et comme on l'a bien souligné dans notre article, sa mécanique de gestion de zoo est tellement riche que sa déclinaison allégée, Sanctuary, elle nous a paru bien fade en comparaison. C'est souvent le risque avec les versions allégées. Mais là où j'ai vraiment eu des sueurs tourades pendant nos recherches, c'est face au monumental à la gloire d'Odin. J'ai regardé le plateau et mon cerveau a juste court-circuité. Ah oui, avec ses 61 actions possibles. C'est ça. 61 actions. Mon premier réflexe, ça a été de refermer la boîte, par peur de la paralysie totale. Mais c'est tout le paradoxe en fait. On pourrait croire que cette abondance fige les joueurs, mais en game design, on appelle ça la générosité ludique. La générosité de nous noyer sous les options? Mais non, justement, avoir 61 options, ça sert pas à punir, c'est un filet de sécurité. Si un adversaire te bloque l'action que tu visais, tu perds pas ton tour. Il te reste 60 autres moyens de pivoter et de repenser ta stratégie. Donc, la lourdeur apparente devient une sorte de souplesse mécanique. Exactement. D'accord. Donc la complexité fonctionne si elle permet de rebondir. Mais pour qu'un joueur accepte de gérer tout ça, il faut un univers qui donne du sens à l'effort. Un thème fort, oui. Dans l'organigramme qu'on a dessiné pour notre article, on voit très bien que ces mécaniques s'ancrent dans des thèmes hyper spécifiques. Par exemple, Galactic Cruise. Sur le papier, ça ressemble au cauchemar logistique ultime d'un comité d'entreprise intergalactique. Ouais, c'est un simulateur de ressources humaines spatiales, quoi. C'est fou. Et pourtant, il a fait 3000 ventes directes dès son lancement français en 2025. Parce que le thème rend la mécanique intuitive. Gérer la logistique d'une croisière spatiale, ça dicte logiquement les actions à prendre sur le plateau, en fait. Par contre, notre organigramme met aussi en lumière une branche beaucoup plus délicate, celle de la confrontation tendue. Ah oui, la fameuse branche de l'organigramme. Voilà, et c'est là que figure La Familia, qui a été couronnée As d'or en 2024. Le jeu a déclenché une vraie controverse lors de sa distribution en Italie en janvier 2025, parce qu'il s'inspire directement des guerres mafieuses très meurtrières de la Sicile des années 80. Et c'est là que nos recherches ont mis le doigt sur un débat culturel vraiment fascinant. Sans prendre aucun parti, on observe bien les deux camps. D'un côté, on a l'abstraction parfaite d'un système de jeu en équipe qui est extrêmement bien calibré. Très mécanique, ouais. Voilà. Et de l'autre, on a la réalité historique d'une violence hyper récente. Ça questionne vraiment la frontière entre le loisir et la sensibilité historique, quoi. C'est ça, le monde ludique est devenu un espace culturel assez mature pour ça aujourd'hui. Il génère des débats de fond qui dépassent la simple question des règles ou du matériel en carton. Eh bien, justement, imposer des thèmes aussi lourds ou des parties de 3 heures, c'est un risque commercial énorme. Comment un éditeur réputé pour ses gros jeux fait pour survivre et attirer un public moins investi sans perdre son âme? Eh bien, en condensant l'expérience, l'organigramme de notre article montre clairement une déviation vers le court et accessible. Ouais, ils réduisent le temps de jeu. C'est leur stratégie. Ils réduisent drastiquement le format temporel, mais ils refusent catégoriquement de sacrifier l'intelligence tactique. C'est flagrant avec Chronologic, qu'on illustre parfaitement dans notre article. Ça réinvente la déduction classique en y ajoutant une dimension temporelle bluffante. Ah oui, il est brillant celui-là. Ou encore Mythologie, qui propose des combos ultra nerveux en seulement 30 minutes. Voilà, le joueur n'est jamais pris par la main, même sur des formats courts. L'investissement intellectuel, en fait, il est simplement ramassé. Il n'est pas du tout dilué. Dans une époque saturée par le scroll infini, cette approche, elle rappelle la satisfaction profonde de vraiment maîtriser un système, que ce soit en 30 minutes intenses ou en 3 heures. Totalement.
Et cette exigence, elle pousse la réflexion bien au-delà de la table de jeu. Si on repense à la polémique suscitée par la Famiglia, il y a une question vertigineuse qui s'impose. Laquelle? À partir de quel moment précis un événement historique réel devient-il trop tragique pour être transformé en mécanique ludique? Le monde du jeu de société va-t-il devoir s'imposer le même devoir de mémoire que la littérature ou le cinéma? Ah, c'est une excellente réflexion. Un vrai point à méditer la prochaine fois qu'on dépenchera une nouvelle boîte.